Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Justice. Nous demandons justice pour les victimes du génocide congolais. Bonjour et bienvenue dans les studios de La Voix des Grands Lacs, cher Patrick Mbeko. Aujourd'hui, nous allons parler de la question et la problématique posée par le rapport Mapping par rapport à l'impunité qui règne dans notre région, par rapport à tous ces criminels qui continuent à sévir. Et qu'est-ce que vous en pensez? J'ai lu un article dans Sputnik il y a quelques jours où justement vous parlez même de la sécurité du docteur Mukwege. Qu'en est-il exactement? Merci pour la parole et la question, cher Jean-Marie. Depuis quelque temps, le docteur Mukwege fait l'objet de plusieurs menaces et intimidations. Il faut dire que ce n'est pas la première fois, parce qu'en 2012, il y a eu une tentative d'assassinat contre sa personne. Donc, c'est quelqu'un qui est régulièrement menacé. Mais ces derniers temps, ces menaces ont pris de l'ampleur et elles sont récurrentes depuis qu'il a dénoncé le massacre qui a eu lieu à Kipupu, à l'est de la République démocratique du Congo, où se trouve d'ailleurs son hôpital. Et donc, depuis qu'il a dénoncé ce massacre en disant que ceux qui sont à l'origine de ce massacre sont les mêmes qui opèrent en RDC depuis 1996, on a vu des réactions d'abord qui ont commencé sur les réseaux sociaux et qui se sont étendues, parce que depuis un moment, on a aussi observé au niveau de son hôpital des visites très étranges des gens qu'on ne voyait pas auparavant. Et aussi, on a vu, comme je l'ai expliqué dans mon article, des réactions du côté de Kigali où un officier supérieur de l'armée rwandaise, en l'occurrence James Kabarebe, a nommément cité le docteur Mukwege. Donc, on a des raisons de croire qu'il y a des menaces qui pèsent sur sa vie parce qu'en insistant sur l'importance du Mapping Report, il pointe du doigt, en tout cas en direction des gens qui ont non seulement été cités dans le rapport, mais qui sont réputés avoir commis des crimes graves dans la région des Grands Lacs. Exactement. Moi, j'ai entendu d'ailleurs, j'ai suivi l'intervention du général Kabarebe sur, je pense que c'était à la télévision rwandaise. Il était en uniforme devant un parterre de jeunes Rwandais, des Itorés, comme on les appelle, certains dirigeants rwandais, où il a parlé expressément du docteur Mukwege. Il l'appelle Mukwege. Figurez-vous qu'il ne sait pas prononcer le nom du docteur Mukwege, qui est quand même un prix Nobel de la paix, un voisin. Et il a insisté sur ses origines tribales, en disant que c'était Mushi. Mushi, dans ce qu'on pense à Kigali, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Pourquoi doit-il s'intéresser aux origines du docteur Mukwege au lieu de parler de lui en termes de prix Nobel de la paix, d'un combattant pour les droits des citoyens congolais et en particulier un médecin qui soigne les femmes violées? Ça aussi, c'est inquiétant. À Kigali, on est habitué à ce genre de vocabulaire. Je vous laisse continuer, Patrick. Oui, mais ce que vous relevez est très important parce que en faisant allusion, expressément allusion à l'ethnie du docteur Mukwege, il envoie un message subliminal aussi, parce qu'il faut rappeler que les Mouchis dans l'histoire de la région des Grands Lacs sont des gens qui ont longtemps combattu les envahisseurs Tutsis qui venaient sur le territoire congolais. Et donc cette allusion-là, on dit long en fait sur l'état d'esprit, non seulement de James, mais de l'élite dirigeante à Kigali, qui ne voit pas seulement le docteur Mukwege comme un médecin qui soigne les gens, qui guérit, qui voit aussi en lui le descendant de ces combattants qui, par le passé, ont à plusieurs reprises vaincu les envahisseurs rwandais, particulièrement Tutsis, qui s'aventuraient sur le territoire des Mouchis. Et donc, quand il fait allusion à cela, et comme vous l'avez bien dit, et je l'explique dans l'article d'ailleurs en vous citant, c'est que à chaque fois qu'ils ont fait allusion à ce genre de choses, il y a des sous-entendus importants qu'il faut prendre en considération. Donc, il faut que les gens comprennent, les gens qui vont vous suivre ou qui vont suivre cet échange, il faut que ces gens-là, toutes ces personnes-là comprennent qu'en faisant allusion à l'ethnie du docteur Mukwege,
il pointe du doigt un adversaire farouche, quelqu'un qu'il faut peut-être neutraliser parce que par le passé, les ancêtres de cet adversaire-là, j'essaie de faire la métaphore par rapport, là je rentre dans la tête de James Kabarebe, bien entendu. Donc, cet adversaire-là doit être pris au sérieux parce que par le passé, ses ancêtres ont combattu les envahisseurs Tutsis qui sont envahis dans la région et les ont vaincus. Et aujourd'hui, ce sont les descendants de ces envahisseurs-là qui déstabilisent l'Est du Congo et qui se retrouvent encore une fois devant un Mukoli qui est un Mouchi et donc qui est le descendant de ceux-là qui avaient vaincu leurs parents par le passé. C'est quelque chose, il y a une symbolique qui est très importante et qui est très importante et qu'il faut prendre en considération dans le rapport de force qui est en train de s'établir. Vous avez bien dit, vous avez bien fait de relever qu'il pouvait dire le docteur Mukwege simplement, le prix Nobel de la paix ou le médecin congolais, mais en insistant sur son ethnie, ça en dit long. Et surtout quand on sait que eux, les dirigeants actuels, l'élite dirigeante à Kigali, a l'habitude de dire que pour eux, l'ethnie ne compte pas. Ils le disent surtout pour le cas du Rwanda, mais on sait que quand il s'agit de parler du génocide, on rappelle que ce génocide n'a touché que des Tutsis, alors que des Hutus et des Tutsis ont été touchés. Donc la symbolique dans la parole est quelque chose de très important qu'il faut considérer dans ce qui est en train de se passer, surtout au regard des menaces qui pèsent sur le docteur aujourd'hui. Voilà, c'est beaucoup dire en fait, parce que rappelons quand même que la première victime, une des premières victimes de l'attaque rwandaise sur Bukavu fut Monseigneur Christophe Munzihirwa. Moi, je l'appelle, c'est un saint homme en fait, même si ce n'est pas encore prononcé au niveau de Rome. Mais Christophe Munzihirwa est mort parce qu'il a parlé au nom des réfugiés rwandais. Voilà. Et donc, une fois que Kigali l'avait identifié, c'était un homme mort. C'est toujours et lui, il a été tué de manière très atroce par les militaires de l'armée patriotique rwandaise. Et donc, d'ailleurs, quand on prend l'exemple du Monseigneur, ça nous ramène encore à l'exemple du docteur. Tous ceux qui ont eu à dénoncer les crimes du FPR dans cette région ont eu des problèmes, soit ils ont été assassinés, ou on a essayé de les faire taire par tous les moyens. Le docteur Mukwege, vous allez remarquer que dans ses interventions, le docteur Mukwege ne cite jamais le Rwanda. Il ne fait même pas allusion à l'élite dirigeante. Le docteur Mukwege dit simplement, nous voulons que les recommandations contenues dans le Mapping Report soient mises en exergue, soient mises en application. C'est tout ce qu'il demande. Il ne dit pas autre chose. Mais l'élite dirigeante à Kigali se sent interpellée. Pourquoi? Justement parce que quand on regarde le Mapping Report, le Rwanda de Kagame aujourd'hui occupe une très bonne place dans les crimes graves qui sont répertoriés dans ce rapport. En fait, ceux qui connaissent bien le dossier du rapport Mapping devraient précisément se poser cette question-là. Pourquoi, lorsque le docteur Mukwege et tous les autres, pourquoi certains, dans un colloque à Paris par exemple, le 9 mars dernier, pourquoi lorsque nous avons parlé du rapport Mapping, Kigali s'élevait à crier au génocide, plutôt au négationnisme, etc., alors que, par exemple, comme vous l'avez si bien dit, le docteur Mukwege n'a jamais cité le Rwanda. Il cite les auteurs des crimes rapportés dans le rapport Mapping. Et donc, voilà, tout à fait. Qui se sent morveux se mouche. Ça veut dire que Kabarebe, Kagame et les autres, ils sautillent lorsqu'on parle du rapport Mapping parce qu'ils savent ce que ça veut dire, parce qu'ils savent que c'est eux qui sont responsables de tous les crimes dénoncés dans le rapport Mapping. Il est important de rappeler qu'ils ont tout fait pour bloquer la publication de ce rapport. Tout à fait. C'est un détail important. Parce qu'en suivant l'interview de James Kabarebe, il dit qu'ils n'ont pas commis de crime au Congo, que le Mapping Report, c'est n'importe quoi. Il faut rappeler une chose, en tout cas. De tous les rapports sur les crimes commis dans la région des Grands Lacs, 2 ont documenté de manière très claire les crimes qui sont commis dans cette région depuis 1990. C'est le rapport Gersony et le rapport Mapping. Il y a eu d'autres rapports, bien entendu, mais le détail, le sens du détail que l'on voit dans le Mapping Report, on n'a pas vu ça dans d'autres rapports des Nations Unies. Et donc, quand à Kigali, on s'agite, c'est parce qu'on sait qui sont pointés. Et il faut rappeler aussi que les noms, parce qu'il y a une partie du rapport qui a été gardée secret. C'est pour dire que l'enjeu autour de ce rapport est énorme et fondamental. Et le Rwanda n'a pas intérêt aujourd'hui, le Rwanda de Kagame n'a pas intérêt à ce que ce rapport-là, à ce qu'on remette le rapport sur les rails, parce que si on remet ce rapport sur la table,
c'est l'élite dirigeante qui va avoir des problèmes, c'est des procès peut-être qui pourront arriver un jour, surtout quand on sait qu'en 2012, en 2013, un responsable américain avait dit que tôt ou tard, il faudra que des gens à Kigali se retrouvent devant la Cour pénale internationale. Donc tout ça, en tout cas à Kigali, sème la panique. Et donc, puisque c'est un régime qui est toujours très violent, ben, le seul moyen que l'élite dirigeante peut avoir comme réaction, c'est de menacer. Mais le docteur Mukwege, encore une fois, ne s'est pas adressé à l'élite dirigeante. Le docteur Mukwege a simplement dit il y a un rapport des Nations Unies, il y a des recommandations par contre, qu'il faut appliquer. Et c'est ce qui dérange, et comme vous l'avez dit, qui se sont morveux sous mouche. Cela soulève la question de l'impunité, Patrick, parce que effectivement, on a des militaires, des civils qui ont participé à ce genre de crimes de masse, à ces crimes contre l'humanité et même, comme l'a dit justement la commission qui a fait le rapport, à des actes de génocide. Oui. Est-ce que vous pensez qu'un jour on aura la chance que ces crimes-là soient effectivement poursuivis et punis comme cela se doit? Est-ce que les victimes auront vraiment droit à la justice un jour? Vous savez, c'est difficile de jouer au prophète, mais je crois qu'il faut garder espoir. Il faut garder espoir. Et vous savez, moi, je fais le lien, c'est d'avoir un regard global sur tout ça. Quand je vois les diplomates américains ou britanniques à l'ONU rappeler que les crimes du FPR au Rwanda n'ont pas que concerné les Tutsis, que les Hutus ont été tués, que les victimes, il y a des victimes Hutus, Tutsis et toi, quand ce sont des diplomates américains, britanniques qui sont réputés être les protecteurs de Kigali, donc de Kagame, quand ce sont eux qui le rappellent, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je crois aujourd'hui qu'on peut garder espoir. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, même si les Occidentaux l'ont soutenu, mais il suffit qu'ils le lâchent et pour que tout remonte en surface. Je me rappelle en 2010, quand on a annoncé la publication du Mapping Report, j'avais assisté à une réunion des populations des Grands Lacs, il y avait des Rwandais, les Burundais et les Congolais. Et j'avais dit ce jour-là que la publication de ce rapport n'est pas dirigée, ce n'est pas pour rendre justice nécessairement, mais c'est pour envoyer un message à Kigali. Plus encore aujourd'hui, on peut dire que tôt ou tard, ça peut servir contre les criminels contre l'humanité qui sévissent dans cette région. Et donc, personne n'est à l'abri aujourd'hui. Il faut rappeler aussi qu'à Kinshasa aussi, il y a des gens qui ne sont pas à l'abri, qui ont été mentionnés dans ce rapport. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans cette région, il y a une conspiration du silence, où les dirigeants de certains pays, en l'occurrence ceux du Rwanda et puis de l'Ouganda, un peu au Congo aussi, donc il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que le Mapping Report soit en tout cas mis sur la table, et en commençant par Kigali, parce que les crimes de Kigali qui sont documentés dans son rapport sont extrêmement graves. Pour moi, même si les enquêteurs ont été prudents dans l'utilisation du mot génocide, qu'ils laissent à l'appréciation d'un tribunal, je pense que les faits qui sont relatés sont tellement clairs qu'on peut dire qu'il y avait une intention génocidaire d'exterminer les Hutus pour ce qu'ils sont. Et il faut aussi rappeler que Kagame ne s'est jamais caché. Hein. Il a dit « Mon plus grand regret est de n'avoir pas exterminé tous ces gens ». Il l'a dit ouvertement. Donc les Hutus rwandais et les Congolais étaient considérés comme des lapins qu'on pouvait tuer comme ça par les gens qui sont à Kigali simplement pour ce qu'ils sont. Et sur ce point, de mon point de vue, c'est un génocide. Et je ne suis pas la seule personne qui le dit, parce qu'il faut rappeler ce que dit Rosy Bizarre dans son livre. Il dit les crimes contre les Hutus relèvent d'un génocide. Donc, quelque part aussi, le débat sur la nature des crimes qui ont été commis, il faut que les Africains des Grands Lacs puissent se réapproprier aussi l'écriture de cette histoire-là, qui est la leur aussi, de ne pas nécessairement la laisser à des gens qui ont des intérêts et qui ne voudront peut-être pas que la vérité triomphe un jour dans cette région. À cet égard, je me félicite de l'initiative que je pense un groupe de Congolais, j'ai cru voir votre visage d'ailleurs, vous avez sorti une vidéo où on parle du génocide des Congolais. Ouais. Une vidéo très bien faite, je crois qu'elle date seulement de 24 heures, ou un peu plus ou un peu moins. Dans cette vidéo, on voit des visages de Congolais qui demandent justice pour justement tous ces crimes commis au Congo par des armées étrangères ou même des acteurs nationaux, parce que tout ça va loin. C'est peut-être pourquoi d'ailleurs la donne est très très difficile, parce qu'il y a des acteurs nationaux congolais où
qui se présente comme tel, qui bloque même le processus en interne, la mise en place d'un tribunal international pour le Congo. Et sans vous couper la parole, je voudrais même dire qu'aujourd'hui, Mukwege était un homme seul. C'est quelqu'un qui aurait dû, en tout cas, qui doit être soutenu, qui devrait être soutenu par le gouvernement congolais. Mais quand on voit comment ce monsieur se démène tout seul, ça fait mal au cœur. Et en même temps, il faut saluer son courage parce que c'est quelqu'un qui se lève avec son courage, avec tout ce qu'il sait faire, c'est soigner les femmes, et le peu de courage qu'il a, en tout cas, pour défendre, en tout cas, la justice et la vérité. Et ça peut déranger, c'est normal. Les gens sont très impliqués. Le niveau d'implication dans cette région, dans les crimes de masse qui ont été commis dans cette région, est très grave et très important. C'est ce qui fait d'ailleurs que le gouvernement rwandais, le régime de Kigali, tente de le noircir, de le présenter comme un allié des génocidaires, des négationnistes et tout. Encore une fois, je le souligne, et Patrick Beko l'a dit aussi, le docteur Mukwege n'a jamais parlé du Rwanda. Jamais parlé du Rwanda. Ceci dit, il est très important que les Congolais, les Rwandais et même les Burundais, puisque nous nous trouvons vraiment à la confluence de ce phénomène criminel dans la région, il est très, très important qu'on travaille en synergie. Je l'ai toujours dit. D'ailleurs, au colloque de Paris du 9 mars, je l'avais aussi soulevé. Il y a des victimes congolaises, tuées par les mêmes acteurs, des victimes rwandaises, tuées en même temps que les victimes rwandaises. Il est important que les victimes puissent agir ensemble, si possible, agir en synergie et éventuellement faire pression précisément grâce à des personnalités ayant un certain poids politique ou diplomatique dans le monde pour que le dossier du tribunal international sur le mapping soit réellement pris au sérieux. Il faut qu'on travaille en synergie. Il y en a qui ne veulent pas pour des raisons, je pense, d'incompréhension. Il y a des Rwandais qui se méfient des Congolais, et vice-versa. Mais je crois qu'on n'a pas de choix, on n'a pas d'alternative. Les victimes congolaises et rwandaises doivent se battre ensemble pour que ce dossier aboutisse. Sinon, nous sommes tous perdants. Sinon, on va jouer sur la fibre nationale pour détourner l'attention, en fait, des véritables combattants. Les combattants de la justice, les combattants pour la liberté de nos peuples. Si vous avez des éléments à ajouter, Patrick Beko, vous avez la parole. Je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je pense que la preuve, les gens sont appelés à travailler ensemble. Moi, ça fait plusieurs années que je milite pour je milite beaucoup pour un rapprochement entre les communautés d'abord, parce que Congolais, Rwandais, Burundais, les gens sont appelés à vivre ensemble. Nos pays d'origine ne vont pas se déplacer parce que nous avons des soucis. Et par-dessus tout, au regard de l'enjeu actuel de la justice et de la vérité. Mais les victimes ont intérêt à travailler ensemble, puisque ce sont des victimes. Toutes sont victimes. Toutes ces personnes-là ont été martyrisées par les mêmes personnes. Et donc, les Rwandais, les Congolais ont intérêt à travailler ensemble, y compris les Burundais. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, le président du Burundi, le nouveau président, a refusé la main tendue de Kigali. Pourquoi? Parce que c'est le même pays qui a déstabilisé pendant longtemps le Burundi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les gens comprennent. Ou les gens travaillent ensemble comme des frères, ils vont périr ensemble comme des idiots. Parce que je dois dire qu'en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, et surtout pour la postérité. Que va-t-on léguer aux jeunes de demain dans cette région? On va leur léguer une région éclatée avec des populations qui se regardent en chien de faïence? Je pense que non. Il faut un sens de responsabilité, surtout au niveau des leaders d'opinion, des leaders politiques, des leaders religieux. C'est fondamental, c'est très important. Moi, quand je regarde un Rwandais, je vois un Africain, je vois un être humain, quelqu'un qui a le même sang rouge qui coule dans ses veines comme moi. Donc, la politique ne doit pas diviser. On a vu les conséquences de l'instrumentalisation ethnique du fait ethnique au Rwanda, ce que ça a causé. On a vu ce que ça cause en RDC aujourd'hui, entre les Congolais même à l'intérieur. Et on voit ce que ça cause aujourd'hui dans la région des Grands Lacs. On ne peut pas continuer comme ça. Et il faut avoir le courage, il faut qu'il y ait des gens, que ce soit du côté congolais, en tout cas du côté rwandais, congolais, burundais, mais je dis beaucoup plus du côté congolais. Pourquoi? Parce que
Les Congolais ont tellement été martyrisés qu'ils se sont beaucoup braqués, se sont braqués. Je comprends ça. Mais en même temps, il faut dépasser les passions et gagner la raison. Et si on veut que la situation change dans cette région-là, il faut que les gens se mettent ensemble. Parce que ceux qui tuent, eux, se mettent ensemble. Vous avez pleinement raison. D'ailleurs, j'en profite aussi pour, disons, lancer un appel à mes frères congolais qui me comprendront bien. Lorsque certains Congolais disent les Rwandais, Baza, Osala, Boy, Basali, Boy, quand ils disent ça, en mettant tous les Rwandais dans le même sac, je pense qu'ils rendent service en premier à Paul Kagame, en fait. Exactement. Kagame ne voudrait pas que quelques Rwandais ou un groupe de Rwandais ou des Rwandais qui souffrent de son régime puissent travailler avec les Congolais. Donc, il souhaite que les Congolais détestent tous les Rwandais globalement. Et ça, c'est une erreur de stratégie. Ceux des Rwandais qui ont souffert du régime de Kagame, qui continuent à souffrir du régime de Kagame, dont les parents ont été massacrés au Congo ou sont massacrés aujourd'hui, y compris d'ailleurs, je veux dire, c'est dans toutes les ethnies. Vous savez, Kizito Mihigo, le chanteur rwandais, ce n'était pas quelqu'un qui était contre le Congo. Au contraire, il souffrait beaucoup de toutes ces guerres. Kagame l'a tué. C'était un Tutsi comme lui. Mais ça ne veut pas dire que tous les Tutsis soutiennent Kagame dans ses aventures congolaises. Que tous les Rwandais soutiennent Kagame dans les massacres qu'il commet au Congo. Donc, il faudrait peut-être aussi, entre frères, éviter de mettre tout le monde dans le même sac. Tous les Rwandais ne sont pas des pro-Kagame. Il faut que les gens le sachent. Ça, c'est très important à peut-être rappeler de temps en temps pour qu'on puisse justement aller vers la voie de la synergie que nous appelons de tous nos voeux. Moi, je le rappelle tout le temps parce que je sais que l'absence de nuances, la complexité des enjeux, c'est la raison pour laquelle j'ai dit tantôt qu'il ne faut pas que le ressentiment prenne le dessus sur la raison. Moi, je vois des Rwandais, bon, vous savez, je m'intéresse à la région des Grands Lacs, j'ai beaucoup écrit, je connais beaucoup de Rwandais, des Burundais et tout ça, mais j'ai vu, moi, des Tutsis qui m'ont dit, y compris les gens du FPR, moi, j'ai serré la main des gens qui ont tué au Congo et qui m'ont dit, j'étais jeune, voilà ce qu'on m'a demandé de faire. Et je comprends, sans justifier, je comprends. Et j'ai vu des Rwandais qui ont été tués, qui ont perdu tous les membres de leur famille, comme des Congolais qui ont été tués par les mêmes personnes qui ont exterminé les familles de ces Rwandais. Et donc, à un moment donné, nous devons, surtout, et c'est la raison pour laquelle, en tant que Congolais d'origine, j'insiste sur notre responsabilité de comprendre que, tous les Rwandais, comme vous l'avez dit, ne sont pas des pro-Kagame, qu'il y a beaucoup de Rwandais qui souffrent, y compris des Tutsis. Moi, j'ai vu des Tutsis dans des situations intenables, qui sont devenus otages de la politique de Kagame, et en même temps, ils ne peuvent pas se tourner vers les autres Rwandais ou les autres Congolais parce qu'ils sont regardés avec méfiance. Du coup, ça devient compliqué pour eux, alors que ce sont des gens qui sont des victimes. Au même titre que les Congolais, au même titre que les Hutus, au même titre que tous les Rwandais, toutes les populations des Grands Lacs qui souffrent aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je sensibilise et j'appelle toujours les Congolais à la raison. Et j'insiste beaucoup parce que si nous, Congolais, ne comprenons pas que cette approche problématique qui consiste à globaliser fait l'affaire de Kagame, si nous ne comprenons pas ça, alors Kagame va rester, il va continuer à faire ce qu'il fait en s'attendant à ce que nous, Congolais, nous puissions réagir comme on le fait. Et c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire qu'on va devenir des alliés objectifs du régime criminel qui est Kigali. Et ça, nous ne pouvons pas jouer à ce jeu-là. C'est la raison pour laquelle, j'insiste encore une fois, même que des compatriotes qui vont suivre cet échange, qu'ils comprennent qu'il faut que la raison prenne le dessus sur les ressentiments. Je comprends, ça fait mal, on a perdu des gens, et ceux qui sont rentrés en RDC, d'Uvira jusqu'à Kinshasa, ont massacré sur leur passage des Congolais, mais aussi des Rwandais. Chez eux, ils continuent à massacrer les Rwandais sans distinction d'ethnie, même s'ils disent que les ethnies n'existent pas. Donc, nous sommes devant un système criminel qu'il faut combattre. Et pour cela, il faut une synergie entre les victimes, une synergie entre ceux qui ne se reconnaissent pas en ces gens-là et qui veulent voir la région des Grands Lacs changer à jamais. Très bien, j'en profite pour d'ailleurs annoncer à nos téléspectateurs ou à nos auditeurs que cette tribune, La Voix des Grands Lacs,
travaille en partenariat avec la tribune franco-rwandaise. On l'a mise en place, on l'a créée, d'ailleurs, en premier aussi pour donner la parole à des Rwandais, des Congolais, des Burundais, pour parler de notre région, pour parler des problèmes de notre région, et pour essayer ensemble d'y trouver au moins des bribes de solutions ou tracer des voies vers la recherche des solutions. Et à cet égard, je vous remercie beaucoup, Patrick Mbeko, et je vous félicite vraiment pour le travail que vous faites au Canada, mais aussi quand vous avez la chance ou l'occasion plutôt de passer en Europe. Les articles que vous sortez, les interviews et autres entretiens de presse. Et merci beaucoup pour ce que vous apportez à tous les peuples des Grands Lacs. Au plaisir, Jean-Marie. Merci, Patrick. Justice. Nous demandons justice pour les victimes du génocide congolais.